Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Une découverte qui a révolutionné ma facturation, c'est la plateforme Time. Conçue spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation, acompte et avoir au même endroit, au même moment. Alors, ne perdez plus une seconde, car Time vous a préparé une offre spéciale réservée aux auditeurs du podcast. Bénéficiez de 6 mois offerts sur leur compte pro Time Business avec le code promo Marketing Square. Rendez-vous dans le lien en description de l'épisode pour en profiter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux. Qu'on soit en entreprise ou à son compte, parler d'argent, c'est toujours délicat. Alors que faire quand on vous doit de l'argent ? Aujourd'hui, pour discuter avec moi de ce sujet caliente, Dorian Baker, experte en Customer Care. Elle fait à la fois du recrutement, de la formation, de l'accompagnement. Sa spécialité, vous allez le voir, c'est l'expérience client. Et aujourd'hui, elle va nous donner ses meilleurs trucs pour réussir à récupérer son argent sans se mettre tout le monde à dos. Salut Dorian, bienvenue dans le podcast. Hello Caroline, merci beaucoup pour cet accueil. Je suis trop heureuse d'être là. Et ben pareil, et surtout que c'est un thème qui devient de plus en plus d'actualité à mesure que le marché des indépendants explose. Vient aussi forcément la généralisation de la question des impayés. Que faire quand un client paye en retard ou ne paye pas ou use de mauvaise foi ou de malhonnêteté parfois pour ne pas régler une facture, et quand derrière le règlement de cette facture, il y a pour vous peut-être le paiement de votre loyer, le financement de vos activités ou tout simplement le remboursement parfois des prestataires. Rappelons que pour beaucoup d'entreprises, le défaut de trésorerie, c'est aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, ce qui fait planter les boîtes, même des boîtes qui ont plein de clients. Donc, c'est un vrai sujet finalement de survie et de croissance des entreprises dont on va parler aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est que qu'on soit solopreneur, freelance, prestataire ou qu'on soit même employé dans une plus grande entreprise, les astuces qu'on va partager aujourd'hui, elles vont nous permettre de dédramatiser, de trouver le bon mindset et le bon comportement à adopter. Parce que souvent, on a tendance un petit peu à tout de suite prendre les choses à cœur et à dramatiser la situation, alors qu'en vrai, si on applique quelques étapes simples, dans 90% des cas, on récupère son argent. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce qu'il y a souvent les émotions derrière l'argent, c'est-à-dire notre peur de manquer, le sentiment de précarité qui parfois nous fait mal réagir d'un côté comme de l'autre, pour la personne qui paye en retard, comme pour la personne qui est payée. Comme dit Orelsan, pour sortir d'un conflit, il faut commencer par poser des questions. C'est ça. La première astuce, ça va être vraiment d'anticiper dans plusieurs aspects du parcours avant achat. C'est toujours bien d'avoir une stratégie marketing qui vend vraiment le produit ou le service aux bonnes personnes avec l'intention de vraiment les aider. Ça déjà, ça évite qu'il y ait des personnes qui se rendent compte plus tard que le produit, le service n'est pas fait pour eux et qui décident de ghoster le paiement. Ensuite, il y a la question des paiements et des différents systèmes de paiement, parce qu'on a l'habitude maintenant dans le business en ligne de voir des paiements par carte bleue, par PayPal, parfois aussi avec des paiements style Apple Pay, etc. Donc c'est génial de proposer plein de paiements différents. Mais souvent, on pense pas au virement SEPA. C'est un super moyen de ne pas avoir d'impayé parce que c'est une autorisation européenne. Et une fois que la banque l'a autorisé, le prélèvement, il est vraiment automatique. Donc, il y a moins de risques qu'un mauvais payeur se dise « Ah tiens, j'avais bloqué le paiement pour ne plus être prélevé ». Il faut des démarches un petit peu plus poussées pour que le prélèvement n'ait pas lieu. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, sur Richmaker, ça m'est arrivé plein de fois que, à contrario, des clients honnêtes se rendent compte que leur abonnement est suspendu parce que leur carte est périmée. Et surtout, si vous êtes multipreneur, donc les entrepreneurs qui ont plein de boîtes, vous avez potentiellement plusieurs comptes en banque pour plusieurs business. Et vous pouvez aussi oublier et vous retrouver le nez dans la terre parce que justement, votre carte est périmée et vous avez oublié de mettre à jour vos informations bancaires. Donc même côté client, très très juste ce que tu nous dis sur le prélèvement SEPA et peut-être même PayPal
aussi, Dorian? Alors PayPal, il est un peu plus facile de bloquer les paiements sur PayPal. C'est pas autant sécurisé que le prélèvement SEPA, mais on a quand même des moyens de recours où on peut contacter le client directement via la messagerie PayPal. On a un agent PayPal quand même qui chapeaute un petit peu les échanges, et si jamais ça se transforme en litige et qu'on arrive à prouver qu'on a bien livré le service ou le produit, là c'est PayPal qui nous paye la plupart du temps. Donc même si c'est pas le client, au moins on récupère la somme qui nous est due. À savoir que pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans le B2C, à l'époque, on avait eu des vrais problèmes parce que justement, PayPal est réputé pour ça. Il couvre tout le temps les acheteurs. Et du coup, si vous êtes un acteur du e-commerce et que vous vendez des choses qui coûtent beaucoup d'argent, faites attention parce que potentiellement, ça peut être la ruine pour vous de passer par PayPal en cas de litige qui ne demande aucune justification et qui rembourse à la demande le client. En tout cas, il y a 4 ans, quand j'étais Head of Acquisition pour une boîte e-commerce, on avait des gros problèmes sur PayPal. Donc voilà, petit aparté, mais on s'est dit, on va gérer tous les types d'impayés, entrepreneurs, infopreneurs, et quel que soit votre type d'activité. Donc, Et une dernière chose aussi pour toute la phase avant achat, et ça parfois on n'y pense pas vraiment, c'est d'offrir un délai de rétractation, et peut-être parfois même un peu plus long que ce que la loi prévoit. Ça permet aux gens de leur montrer à quel point on a confiance en notre produit ou notre service. Si vraiment au bout de X temps ça te convient pas, on te rembourse. Et pour les personnes qui vraiment pour le coup ça leur convient pas, elles sont dans leurs droits, c'est légal, nous on est au courant et on a des systèmes en place pour gérer ces remboursements. Et ça évite énormément d'impayés, d'avoir un beau délai de rétractation. Il faut le dire aussi, quand on parle d'anticiper les impayés, très important de vous baquer avec de l'écrit. Les paroles s'envolent, comme dit le proverbe latin. Donc faites très attention à avoir des preuves. Et pour ça, excellent conseil de Dorian qui vous dit, plus c'est clair, plus il y a de visibilité et plus vous vous êtes engagé à l'écrit sur des choses concrètes, plus vous avez mis un cadre, moins quelque part derrière, vous avez de risques que les gens en sortent, oublient ou puissent se laisser la possibilité d'être malhonnêtes. Et en même temps, si c'est votre parole contre la leur, quelque part, vous êtes en tort parce que vous vous êtes pas suffisamment protégé. Dans cette partie anticiper les impayés, je l'ai vu avec le démarrage de mon agence, l'agence personnelle. On produit des contenus vidéo. La vidéo, ça coûte beaucoup d'argent avant même d'avoir livré le client. Il faut bloquer le lieu de tournage, il faut réserver les techniciens, il faut payer les monteurs. Donc le moment où le client est livré, il y a déjà potentiellement 3 prestataires minimum qui ont été payés par l'agence. Et aujourd'hui, le premier truc sur lequel on s'est engagé, c'est de pouvoir justement payer des prestataires rapidement. À côté de ça, on se met en risque parce que forcément, on est une agence. Donc, si on a un client qui paye à 3 mois, nous, on s'est potentiellement endetté. Et voilà comment certaines boîtes finissent par terre en ayant plein de clients. C'est la difficulté du modèle agence. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans un modèle prestation de service ou potentiellement vous engagez des frais pour servir votre client, l'acompte, c'est quand même un super hack. Et on a toujours peur de demander un acompte, mais en fait, l'acompte, il va vous protéger. Il va permettre à chacun de se responsabiliser. Et vous avez la sensation que ça peut bloquer le client. Même pour votre client, c'est une protection, entre guillemets, d'avoir versé son acompte, d'avoir la garantie que de votre côté, vous pouvez bien travailler et bien le servir. Une dernière chose, et c'est une astuce de vente, quand vous réalisez un paiement échelonné, et particulièrement quand le client paye en avance, tous les spécialistes du neuromarketing vous diront que le fait d'avoir payé en avance une partie de la somme, un peu comme quand vous payez en avance le restaurant, vous profitez mieux du dîner. Ça, c'est un vrai hack aussi pour le cerveau. Demander le paiement d'un acompte, ça fait passer aussi mieux la somme globale et puis ça évite l'addition salée. Et il y a du coup un effet waouh qui est décuplé quand le client paye avant. Carrément, et je rebondis là-dessus parce que tu parles d'acompte et je sais qu'il m'est arrivé plein de fois donc de proposer l'acompte pour mes accompagnements en recrutement. Et mon client me disait « Ah non, moi je préfère te payer tout de suite, comme ça je suis déchargée mentalement, je sais que j'ai déjà payé la prestation. » Et donc maintenant je propose directement le paiement une fois à ce type de client et c'est très rare qu'on me dise « Ah bah non, je vais pas tout payer avant que la prestation ait été réalisée. » Donc parfois on a aussi ces craintes de se dire que ça va les bloquer alors qu'en fait parfois ça les décharge mentalement de se dire « J'ai pas 2 factures à régler différentes, j'en ai qu'une, c'est fait et maintenant je profite à fond de la presta. » Exactement. Et pour le coup, d'autant plus si c'est des clients qui vous connaissent ou qui sont envoyés de recommandations ou si vous avez fait du build-in public, c'est-à-dire vous vous rendez très visible sur les réseaux sociaux, il y a forcément plus de confiance. On se dit, en fait, un tel, je comprends très bien son offre et je sais à quoi m'attendre, donc j'ai confiance, donc je suis prêt à payer immédiatement la somme en une fois. Effectivement, si vous n'êtes pas sur des trop gros paniers, c'est une super astuce que tu donnes, Dorian, et d'ailleurs plein de freelance l'appliquent maintenant et demandent le paiement
en avance. J'espère que ça vous donnera l'audace de peut-être changer votre modèle pour vous tous qui nous écoutez, qui perdez le sommeil à cause de ces problématiques d'impayés. Qu'est-ce qu'on fait, Dorian, si ça y est, on est déjà en train d'attendre un paiement et parfois, vous savez, il y a ce client où vous vous dites, je le sens pas. Dès la signature, ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps, avec 2 clientes où je me suis dit, dès la signature, je sens, il y a un truc qui va pas. Et particulièrement, vous savez, les clients qui vous demandent tout de suite les modalités de remboursement. Ça, en général, ça pue. Donc, si vous avez des petits signes comme ça, un peu avant-coureur, et que le client, il tarde à payer, qu'est-ce que tu nous recommandes, Dorian, pour pas que la situation s'empire ? Alors, à ce moment-là, commence à y avoir un retard de paiement, c'est vraiment de faire le point sur la situation et on va insister sur ce qu'on a dit tout à l'heure de façon factuelle. On met vraiment les émotions de côté, nos peurs de côté, comme tu m'as dit tout à l'heure, on a payé 3 prestataires, il faut absolument que je puisse les payer. On reste vraiment factuel et on s'alarme un petit peu, mais là, on prend son rôle d'entrepreneur, de chef d'entreprise et on fait le point. Donc, on contacte tout simplement nos clients et j'ai envie de dire, on les contacte avec une approche hyper friendly. On ne remet jamais en doute leur bonne foi, ni en mode accusation. On les contacte vraiment en mode on n'a pas de nouvelles depuis un moment, j'espère que tout va bien pour vous. Effectivement, j'attendais votre paiement depuis X temps. On peut s'appeler si vous souhaitez en discuter. Et en règle générale, avec une approche bienveillante comme ça, la plupart du temps, c'est juste un oubli et les gens se disent « Ah oui, mince, ok, bah ouais, je vais faire le paiement, j'avais complètement oublié. » Et si jamais ils rencontrent des difficultés, parce que parfois ça peut être le cas, et je pense surtout à cette année, en 2023, avec l'inflation, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de freelances que j'ai accompagnés qui ont eu des retards de paiement de la part de leurs clients, pas du tout de mauvaise foi, mais juste parce que eux aussi, ils étaient un petit peu dans la sauce et qu'ils ont dû demander des délais supplémentaires. Donc à ce moment-là, ça permet aussi de mieux comprendre la situation du client et de trouver une solution qui va nous arranger et arranger aussi notre client si on est prêt à faire un geste, à laisser un mois supplémentaire, quelques semaines supplémentaires. Mais vraiment se détacher émotionnellement et contacter la personne comme si c'était un pote qui avait oublié de vous rembourser. Vraiment avec ce même mindset et pas se dire « il veut m'arnaquer ». C'est hyper important ce que tu dis parce qu'on a vu à quel point l'argent justement nous faisait sentir vulnérables, trahis, appuyés sur des insécurités qu'on a potentiellement, qu'elles soient réelles d'ailleurs ou fictives, parce qu'il y en a plein aussi, il faut le dire, où il y a des conséquences dramatiques d'un impayé sur leur activité, qui doivent mettre des gens à la porte, qui peuvent plus payer leurs locaux. Donc ce qui est hyper important, tu l'as dit, pour résoudre n'importe quel type de situation, sortir de l'affect qui en général nous envoie un peu les mauvais comportements, des comportements basés sur la peur. Donc, en fait, on va certainement attirer des répercussions qui vont être pires. Et puis, exit les mots parasites. Franchement, s'il y a un truc à retenir de ce que Dorian vient de vous dire pour dépassionner les conversations, vraiment, faites attention aux mots suivants que j'ai notés pour vous, les mots à bannir. Dans la blacklist, il y a, attention, roulement de tambour, sauf erreur de ma part. C'est hyper passif-agressif, on n'est pas là pour manger vos émotions, comme on dit. En revanche, alors celui-là, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, et j'ai dit à mon associé, tu te rends compte ? Les mots sont des fenêtres quand même. Il y a déjà un côté très belliqueux. On n'a pas besoin tout de suite d'être dans une posture d'agressivité dans ce qu'on écrit. Merci d'avance est terrible aussi. Je m'excuse, c'est pareil. Ne vous excusez pas vous-même. Donc les mots sont transparents. Il y a beaucoup de violence dans nos écrits et aussi on en a peut-être tellement absorbé que nous-mêmes on fait preuve de communication violente envers les autres. Donc faut 1, en prendre conscience, 2, enlever les mots parasites, 3, être capable tout de suite de désamorcer en mettant justement de la gentillesse. Et j'adore ce que tu dis, Dorian. Tu nous as dit, imaginez que vous parlez à un pote, remettre de l'amour dans notre communication, même quand vous avez peur, qu'on appuie sur vos blessures du passé. En fait, vous avez plein de raisons d'être agressif, mais vous en avez tout autant de partir du principe qu'il y a eu un malentendu, d'écouter ce que disent les autres. Et quand on se met dans cette posture d'amour, et ben quand on donne, on reçoit. C'est toujours pareil, là où vous mettez votre énergie. J'adore cette citation qui dit quand tu investis dans la gentillesse, tu as de la gentillesse. Quand tu investis dans la merde, tu reçois de la merde. Il faut se responsabiliser aussi dans sa communication, même s'il y a une erreur de la part de votre client. Et je terminerai avec un petit hack tout simple qui peut vraiment vous changer la vie sur justement l'agressivité par email. Quand quelqu'un n'honore pas un rendez-vous, partez toujours du principe que vous ne savez pas pourquoi il n'est pas venu. Peut-être qu'il a eu un vrai pépin. Arrivez auprès de votre prospect ou de votre client dans une posture de « j'espère que tout va bien ».
au lieu de dire sans nouvelles de votre part, voilà, partons plutôt du principe qu'ils ont peut-être eu un pépin. Est-ce que je peux t'aider? Je t'ai envoyé 2 emails la semaine passée. J'espère que tout va bien. Tu hésites pas, surtout si tu as un problème, à venir m'en parler. Et si c'est plus facile par téléphone, voici mon numéro. C'est ça. Et puis souvent, parfois, ce que je remarque, c'est que les personnes qui ont un problème de paiement ou qui vont avoir un retard de paiement, elles ressentent de la honte. Elles ont déjà en elles des émotions négatives en se disant « mince, je suis dans la galère, je vais pas pouvoir payer mon prestataire à temps ». Et le fait d'avoir cette ouverture-là, ça leur donne confiance pour nous le dire et nous dire « je suis désolée, j'osais pas te le demander, mais j'ai besoin de 15 jours de délai supplémentaire ». Et ça change tout. Et c'est pour ça que je dis qu'on récupère les impayés, parce que si on arrive avec un ton accusateur, comme tu l'as dit, je rajouterais 2 mots qu'il faut éviter, c'est comment cela se fait-il? Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas encore mon paiement, par exemple. Quand on arrive avec ce genre de ton-là, ça braque les personnes et elles ont déjà tellement honte de leur situation qu'elles vont nous ghoster en fait. Et là, par contre, c'est compliqué ensuite de récupérer les impayés. Tellement. Et justement, ça m'amène ma question suivante, Doriane. Si on n'a pas de réponse à ces gentils emails où on essaye d'engager la conversation, qu'est-ce qu'on fait? Et si on a envoyé un email pas sympa et qu'on regrette? Vous savez, les gens qui sont impulsifs, hypersensibles, il y en a peut-être qui nous écoutent. C'est-à-dire si on n'a pas offert une réponse, mais une réaction. C'est cool parce que ma réponse va pouvoir combiner un peu les 2 questions, parce que là mon astuce c'était de varier les canaux de communication, c'est-à-dire que la première fois on envoie un email parce que oui il faut une trace écrite, il faut quand même un minimum de légal dans ce genre d'échange. Si jamais suite à 1 ou 2 emails on n'a pas de retour, ou alors on a envoyé un email sur le coup de l'émotion, un petit peu passif-agressif, dans ce cas-là, si on en a la possibilité, si on a le numéro de téléphone de notre client, si on a l'un de ses réseaux sociaux sur lequel on avait l'habitude d'échanger, c'est de passer par un canal de communication un peu plus friendly. Et moi, j'insiste sur le téléphone, parce que la voix, ça transmet tout de suite les bonnes émotions. Dans un email, selon le mood de la personne, selon son aise aussi avec le digital, il peut paraître parfois froid, alors que pas du tout, il n'est pas reçu de la bonne façon. Alors que quand on appelle, on dit « Bonjour monsieur Untel, je viens de prendre de vos nouvelles, comment allez-vous ? Au fait, est-ce que vous avez bien reçu la facture que je vous ai envoyée il y a 15 jours ? Comme j'ai pas de nouvelles, je commençais sérieusement à m'inquiéter. » Et en fait, dans le ton de la voix, tout de suite la personne se sent bien, se sent en confiance, et là, c'est parti pour soit qu'elle vous dise qu'elle avait oublié et qu'elle fait tout de suite le paiement, soit qu'elle a besoin d'un délai, soit que le virement est déjà parti et que « Oh, c'est nous, on n'avait pas vérifié notre compte en banque » et on se retrouve un peu bête. Varier les canaux de communication, ça aide à déclencher les bonnes émotions chez tout le monde. T'as tellement raison et ça me parle d'autant plus que le mea culpa, en fait, on n'a pas parlé de ce scénario, mais imaginez si l'erreur, elle est de votre part, vous êtes dans la sauce totale. Donc, en plus, le fait d'avoir cette posture d'agressivité, ça fait qu'en cas de pépin, vous êtes bon pour la potence. Donc, se laisser de la marge des 2 côtés. En termes de relance, Doriane, tu nous dis de passer d'un canal à l'autre, faut pas non plus virer oppressant. Comment est-ce qu'on fait pour relancer sans oppresser? Déjà, à ce moment-là, il faut vraiment personnaliser les échanges et les canaux par lesquels on va passer. C'est votre client, vous le connaissez, vous savez s'il est plus Instagram, s'il est plus LinkedIn, si là, vous savez que les emails, déjà à la base, c'est pas trop son truc ou qu'il préfère le téléphone, c'est de choisir le canal via lequel vous savez qu'il est le plus à l'aise. Et effectivement, si c'est le téléphone, c'est pas de laisser 10 appels en absence, c'est d'appeler une fois. Si on tombe sur la messagerie, c'est de laisser un message. Et ensuite, on laisse l'espace aux gens de revenir vers nous aussi. Donc, il y a relance et il y a harcèlement après. Donc, il faut faire la différence. Ce que je conseille, en règle générale, c'est de faire 3 relances maximum. Peu importe les canaux de communication. Si au bout de 3 relances, on n'a toujours pas de nouvelles, alors soit c'est qu'il y a quelque chose de vraiment très grave, ce qu'on n'espère pas du tout, soit c'est que la personne, c'est volontaire, elle ne souhaite pas nous répondre, elle ne souhaite pas payer. Et dans ces cas-là, alors qu'est-ce qu'on fait? La stratégie dos au mur, ça ressemble à quoi? Alors cette stratégie dos au mur, là on sort un petit peu du customer care et on entre dans le système juridique où en fait on va simplement appliquer le process qui est conseillé dans ces cas-là. Si vous avez tout mis en œuvre pour prendre contact avec votre client, il y a le délai de paiement de la facture est largement dépassé, votre délai de service client à vous est largement dépassé aussi. Dans ce cas-là, c'est d'envoyer un dernier email de rappel en disant qu'on est vraiment désolé d'en arriver là, qu'on n'a toujours pas de nouvelles, on est obligé de passer par cette étape et d'envoyer un courrier recommandé parce que nous on a besoin d'avoir le paiement de cette prestation qui a été livrée au regard de la loi. Si on n'encaisse pas non plus nous-mêmes cet argent, on risque d'avoir des problèmes. Donc c'est toujours d'être un peu
dans la pédagogie, dans le friendly, dans se dire je ne sais pas ce qui t'arrive parce que je n'ai pas de nouvelles, mais voilà moi le seul recours que j'ai là tout de suite. Et ensuite, il y a des sites comme 01 Payé qui peuvent pour nous envoyer des courriers accusés de réception signés par un avocat. Très souvent là ça déclenche un paiement de tous les retours que j'ai eus. Et si jamais même là encore il y a rien du tout, c'est le recours à la justice et une poursuite pour le coup. C'est pas cool, mais dans le milieu du business en ligne, du digital, des prestations, c'est quand même super rare d'en arriver là. Bah oui, et puis surtout ça laisse vraiment une mauvaise image. Quand j'étais jeune freelance, j'ai bossé avec une organisation hyper influente. Au début, j'avais fait une formation pour eux et ils me l'ont pas payé. Et en fait, figure-toi que j'ai fini par vraiment m'énerver. Alors je les ai jamais mis en justice. Mais par contre, je leur ai dit, vous savez, c'est dangereux pour vous de laisser des impayés avec des gens qui créent du contenu parce que moi, je me priverai pas pour en parler si on m'en donne l'occasion. Alors moi, je suis pas du tout le genre à faire étalage et à shamer les gens. Je déteste ça et je culpabiliserais trop de le faire. Mais pour le coup, dire aux gens, si on vient me voir, je n'hésiterai pas à raconter ce qui s'est passé. Eh ben, ça peut suffire à refroidir certains. Et même si vous avez 300 abonnés, dire aux gens, vous savez, j'en parlerai autour de moi, ça peut vraiment faire réfléchir. Peut-être il y a une étape, un chouïa intermédiaire, c'est justement faire appeler quelqu'un d'autre que vous. J'ai entendu aussi des affaires d'impayés qui se règlent parce qu'il y a une personne tierce qui connaît bien les deux personnes. Ça, tu vois, on l'a pas dit, mais c'est aussi de faire appel à un médiateur. Normalement, avec nos assurances d'entreprise, on a le droit à un médiateur, donc c'est une personne tiers qui est neutre, donc qui n'est pas de notre côté à nous ni du côté du client, qui va se charger d'essayer de régler la situation à l'amiable aussi. Merci beaucoup, Doriane, pour toutes les pépites que tu nous as partagées pendant cet épisode. Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur ton activité. Où est-ce qu'on peut te retrouver? D'ailleurs, on en profite pour remercier Nina Ramen. C'est Nina qui m'a parlé de toi, qui m'a dit « Rencontre cette fille, elle est absolument géniale ». Donc, on lui fait un gros bisou si elle écoute l'épisode. Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, Instagram, à Doriane Baker. On peut aussi me retrouver sur le site qui s'appelle bakerbloom.com et on y retrouve toutes les ressources pour prendre soin de sa relation client, pas que pour les impayés. Heureusement, il n'y a pas que ça. Donc voilà. Merci Doriane pour ta venue. On vous mettra tous les bonus pour en savoir plus, les petits templates dans la newsletter. Merci à tous et à très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.